Alors, continuons sur notre lancée des signaux FM. On va parler encore de la génération des signaux FM, de la démodulation des signaux FM, et on terminera par le multiplexage FM stéréo. Alors, comment est-ce qu'on fait pour générer un signal FM? Donc, il y a plusieurs méthodes. On parle généralement de méthodes de type direct et de méthodes indirectes. Alors, la méthode directe consiste à utiliser ce qu'on appelle en VCO en anglais, donc en Voltage Controlled Oscillator. Donc c'est vraiment un élément d'électronique qui est une variation autour d'un oscillateur classique. Un oscillateur classique va osciller à une fréquence fixe, qui sera toujours la même. Dans un oscillateur contrôlé en tension, on a une tension de contrôle qui vient se mettre à l'entrée du VCO et qui, selon la valeur de la tension de contrôle, qui soit positive ou négative, va faire que l'oscillateur va osciller un petit peu plus vite ou un petit peu plus lentement. Et donc il suffit finalement de piloter le VCO à l'aide d'un signal proportionnel au message pour que la fréquence d'oscillation de la sortie dépende directement du message, d'où le fait qu'on appelle ça une méthode directe. Donc je dirais que... Excusez-moi. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça une méthode directe. Alors la méthode indirecte, qui est un petit peu plus tarabiscotée, qui permet d'avoir une meilleure stabilité de la porteuse. Donc c'est ça qu'on va un petit peu illustrer ici. Donc vous voyez dans la figure du bas, on démarre avec un message M de T qu'on va faire rentrer dans un modulateur FM à bande étroite. Alors, rappelez-vous, on a vu ça en début d'après-midi, le modulateur FM à bande étroite, il ressemble à ça. On a joué sur le fait que la bêta était petit, et on peut se contenter d'implémenter l'équation approximative qui est là, et qui peut se réaliser simplement à l'aide d'une porteuse qu'on a à la fois en cosinus et en sinus, et donc pour avoir l'un et l'autre simultanément, il suffit d'utiliser un déphaseur de 90 degrés, et puis on utilise un modulateur en produit qui va faire, comme son nom l'indique, le produit de l'intégrale du message avec la porteuse en sinus, et finalement on réalise l'équation qui se trouve ici, et on a effectué un modulateur FM à bande étroite, ce qui est en fait le point de départ, voilà, le point de départ du système illustré ici, où vous retrouvez l'intégrateur du message et le narrowband phase modulateur, donc qui est lui-même attaqué par la porteuse en cosinus. Et donc dans le narrowband phase modulateur qui est là, vous allez avoir tout le déphaseur de 90 degrés qui permet de générer le sinus, le modulateur produit, etc., etc. Donc finalement, avec des ingrédients déjà connus, on a les moyens de fabriquer, sur base du message et sur base d'un oscillateur qui génère une porteuse, on a moyen de générer ici un signal FM à bande étroite. Et donc qui sera à une certaine fréquence porteuse FC et avec un certain indice de modulation bêta. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qui est constituée de la partie droite de la figure, va consister à faire passer donc ce signal dans un élément non linéaire. Alors l'élément non linéaire, on va supposer qu'il est d'ordre n, et donc il va non linéaire à partir de son entrée, qui est le signal FM à bande étroite S de t. Okay, et l'équation qui lie l'entrée à la sortie, c'est une équation non linéaire d'ordre n, est la suivante, donc V de t est égal à A1 S de t, plus A2 S carré de t, etc., plus AN Sn de t. Et donc si on développe le polynôme d'ordre n qui est là, on va voir que
sachant qu'à l'entrée, on a principalement un signal autour de la fréquence FC, avec une porteuse à fréquence FC et un indice de modulation bêta, on va voir que voilà, donc le terme d'ordre 1 va donner simplement quelque chose de proportionnel à l'entrée. Le terme d'ordre 2 va donner quelque chose avec des composantes à 2FC. Le terme d'ordre 3 aura des composantes en 3FC, et ainsi de suite. Plus d'autres composantes parasites qui ne nous intéressent pas, qui seront à des fréquences qu'on va chercher par la suite à éliminer. Et donc, en gros, le signal V de T, il va contenir un très grand nombre de composantes à plein de fréquences différentes, mais on va uniquement aller rechercher ce qui se trouve à la fréquence n fois fc, n étant l'ordre du polynôme. Et il se fait qu'à la fréquence n fois fc, eh bien, on va se retrouver avec un signal FM qui sera donc autour d'une porteuse non plus FC, mais une porteuse NFC, et qui sera modulée en fréquence non plus avec un indice de modulation égal à bêta, mais avec un indice de modulation égal à n fois bêta. Et donc si au départ bêta était petit, ce qui était une hypothèse obligatoire pour considérer qu'on avait la FM à bande étroite ici, à l'arrivée, on va passer de bêta à n fois bêta, et donc n fois bêta ne sera plus forcément petit par rapport à un radian, et on va se retrouver en fait avec un signal FM à large bande. Et on va uniquement conserver les composantes spectrales autour de la fréquence n fois fc, et on va y trouver un signal FM à large bande avec un indice de modulation égal à n fois bêta. Donc, en passant à travers cette non-linéarité d'ordre n, et en allant uniquement sélectionner la composante spectrale qui est autour de la fréquence n fois fc, eh bien, si ici à l'entrée, on avait une fréquence instantanée qui était égale à fc plus kf fois m de t, ici en sortie, on va se retrouver avec une fréquence instantanée qui sera égale à n fois fc plus nkf fois m de t. Et donc on aura bien de nouveau un signal FM, mais donc avec un indice de modulation n fois plus élevé. Et une fréquence porteuse également n fois plus élevée. Donc ça, c'est la méthode indirecte pour fabriquer un signal FM à large bande. On commence par une étape de FM à bande étroite, et puis on passe par un élément non linéaire d'ordre n, et puis on va placer un filtre passe-bande pour aller sélectionner uniquement le résultat autour de la fréquence n fois fc. Voilà. Alors au niveau de la démodulation des signaux FM, donc il y a une paire de planches là-dessus, on va laisser tomber. Ok. Je passe directement à la planche sur le multiplexage FM stéréo. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, juste avant la pause, là, on a parlé de l'application de radiodiffusion FM. Si vous vous souvenez bien. Alors, si on zoome un petit peu sur cette application, on va voir qu'elle est un petit peu plus complexe que ce qui n'y paraît, dans le sens où c'est pas simplement de la modulation FM d'un signal audio qui serait un signal audio simple, mais il s'agit d'un signal audio qui est lui-même complexe. Donc le signal audio qui sert de message, donc de signal modulant pour la modulation FM, dans l'application de radiodiffusion FM, il est complexe dans le sens où on veut obtenir un effet de stéréo. Alors la stéréo, c'est simplement, vous savez bien, c'est le fait que pour avoir un petit peu un effet 3D, si on veut, on aimerait bien avoir un son différent sur le haut-parleur de gauche et sur le haut-parleur de droite, pour faire un petit peu comme si on était immergé dans la pièce où la prise de son a lieu. Alors, donc finalement, on se retrouve avec deux messages sonores différents à transmettre à travers le système de communication. Donc ces deux messages sont en quelque sorte les messages audio qui sont captés par le micro de gauche et le micro de droite
au niveau de l'enregistrement et qu'on voudrait donc restituer au niveau du haut-parleur de gauche et du haut-parleur de droite. Ok. Alors, donc gauche et droite en anglais, ça se dit left et right. Donc on va parler de, ici, au niveau de la figure, de ML de T, l'indice L veut dire left, et MR de T, l'indice R veut dire right. Okay, donc c'est le message de gauche et le message de droite, c'est ça que ça veut dire. Alors ces deux messages de départ, qu'on voudrait tous les deux transmettre à travers le même canal de communication, ils vont servir à constituer un message complexe qui va lui-même servir de signal modulant à l'entrée du modulateur FM. Alors comment est-ce qu'on fait pour constituer ce signal complexe? Alors on va d'abord passer dans ce qu'on appelle un matrixeur, qui va simplement combiner les deux messages gauche et droite pour en faire respectivement la somme et la différence. Okay, donc ici, dans la ligne du haut, vous avez la somme des signaux gauche et droite donc, captés par les deux micros, et ici, dans la ligne du bas, vous avez la différence des deux signaux gauche et droite captés par les deux micros. Donc si vous avez un simple récepteur mono avec un seul haut-parleur, la seule chose qui vous intéresse, c'est le message du haut, hein, c'est-à-dire la somme gauche et droite. Par contre, si vous avez deux haut-parleurs différents et que vous voulez enrichir un petit peu le son, en plus du signal du haut, vous avez le signal du bas qui est la différence entre la gauche et la droite, qui va vous intéresser parce que ça vous permettra d'envoyer finalement une information différente à vos deux haut-parleurs. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour envoyer simultanément ces deux informations, le signal du haut, donc gauche plus droite, et le signal du bas, gauche moins droite, tout ça à travers le même canal? Pour faire ça, on va les multiplexer en fréquences. Donc, c'est-à-dire que on va envoyer le signal du haut, donc le signal de somme gauche plus droite, on va l'envoyer directement en bande de base, et le signal de différence, gauche moins droite, hein, celui qui va permettre de reconstituer séparément gauche et droite, lui, en fait, on va le transposer en fréquence, on va le faire monter en fréquence, et pour ça, on va utiliser une modulation d'amplitude, la fameuse modulation d'amplitude DSB, Double Sideband, qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Alors, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un signal DSB? Vous le savez bien, hein, pour fabriquer un signal DSB, on prend un message et on multiplie ce message par une porteuse sinusoïdale. Okay, donc, on doit démarrer ici en bas de la figure, avec une porteuse en cosinus. Hein, donc, vous avez cosinus 2π FCT. Vous avez un oscillateur local, hein, ici dans l'émetteur, qui va générer cette porteuse en cosinus. Alors, la fréquence FC qui est là, elle vaut 19 kHz, okay, et celle qu'on va utiliser pour la modulation DSB, elle est à 38 kHz, c'est-à-dire exactement le double. Donc si on démarre avec une porteuse à 19 kHz, on doit la faire passer ici dans un frequency doubleur qui va générer une porteuse à 38 à partir de la porteuse à 19. Et la porteuse à 38 qui arrive là, elle va donc bien servir à multiplier le signal gauche moins droite qui arrive ici dans la branche du bas. Et donc le résultat de cette multiplication, ici, c'est un signal DSB. Okay. En signal DSB, donc, il va donc occuper une bande de fréquence qui est répartie autour des 38 kHz. Alors, combien exactement? Donc vous pouvez considérer que la bande passante utile d'un signal audio en radiodiffusion, c'est de l'ordre de 15 kHz. Donc le signal du haut en bande de base, en gros, il va occuper la bande passante de 0 à 15. Et puis le signal DSB qui est là, il va donc avoir, comme son nom l'indique, une bande passante 2 fois plus large. Hein, et il y aura le lobe latéral de gauche et le lobe latéral de droite. Et ces 2 fois 15 kHz, ils vont être répartis autour de la fréquence porteuse à 38. Donc on va aller de 38 moins 15 à 38 plus 15. Vous calculez comme moi que ça fait donc 23 à 53 kHz. Ok. Donc ici, on a tout à fait le droit de les additionner. Hein. Le signal du haut,
il a une bande passante qui va de 0 à 15, et ce signal-là, il a une bande passante qui va, donc on a dit, de 23 à 53. Donc ils occupent, ces deux signaux, des bandes de fréquences bien distinctes, et donc on peut très bien les additionner sans que ça pose problème, parce qu'il sera possible de les séparer par après. Ok. Et alors, vous voyez, dans la somme ici, il y a une troisième composante qui vient s'ajouter. En fait, ce qu'on va rajouter, c'est la porteuse initiale à 19 kHz. Et on peut très bien l'ajouter aux deux autres, parce que comme celui du haut va de 0 à 15, celui qui vient de la gauche va de 23 à 53, vous voyez que de 15 à 23, il n'y a rien, et donc on a tout à fait la place pour aller déposer une porteuse à 19 kHz qui va ne venir gêner personne. Et donc ce qu'on constitue en faisant tout ça, c'est un signal multiplex M de T, qui est lui-même constitué de 3 composantes. Donc une composante en bande de base de 0 à 15 kHz, une composante DSB de 23 à 53 kHz, et une composante qui est purement sinusoïdale, qui est la porteuse de départ à 19 kHz. Et ces 3 composantes spectrales de ce signal multiplex occupent des bandes de fréquences bien séparées, et donc ce sera facile de les séparer au niveau du récepteur. Alors tout ça passe via les antennes, à travers l'atmosphère, donc hop. Et puis là, vous êtes dans votre voiture, hein, vous avez votre autoradio avec son antenne qui capte le signal FM. Donc parce que oui, alors effectivement, j'ai brûlé une petite étape ici. Donc le signal M de T qui est là va servir de message pour moduler une porteuse en FM. Une porteuse en FM qui sera donc quelque part dans la bande FM qui va de 88 à 108 MHz. Donc, il y a une première porteuse ici qui est pour la modulation DSB, qui donc est à 19 kHz. Et ici, on parle d'une porteuse FM qui est beaucoup plus haut en fréquence, qui est quelque part dans la bande de 88 à 108 MHz. Et puis donc, on passe à travers les antennes, à travers l'atmosphère, antennes de réception, des modulateurs FM embarqués dans votre autoradio. Et puis, votre démodulateur, s'il fonctionne bien, il va restituer le signal M de T, hein, qui doit être à peu près le même que celui qu'on avait là. Et votre récepteur va avoir 3 branches en parallèle. Chaque branche sera dédiée à la récupération d'une des 3 composantes du signal multiplex. Donc la branche du haut va se concentrer sur le message en bande de base, c'est-à-dire la somme des signaux des micros gauche et droite, hein, qu'on avait au départ. Et comme ce signal en bande de base donc, occupe la bande de fréquence de 0 à 15 kHz, pour le récupérer et l'isoler des deux autres, il suffit d'avoir un filtre passe-bas. Donc à la sortie du filtre passe-bas, vous avez directement votre signal de somme, ici, somme des deux micros. Et puis ici, au milieu, dans la branche du milieu, on va mettre un filtre passe-bande, qui lui va être centré à 38 kHz, et qui va aller récupérer la composante spectrale qui va de 23 à 53 kHz, c'est-à-dire le signal DSB. Okay. Et puis, la branche du bas, elle va être, donc ça va être en passe-bande, mais à bande étroite, hein, qui sera centrée sur la porteuse à 19 kHz. Comme ça, on récupère la porteuse qui a servi à la modulation DSB, et on la fait passer dans un doubleur de fréquence pour la remonter à 38 kHz. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de générer une porteuse locale pour la démodulation DSB en faisant en sorte que cette porteuse locale ait la bonne phase. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on a vu ensemble la problématique de la détection cohérente pour démoduler en signal DSB. Et on avait vu que ce qui était très important, c'est d'être capable dans le récepteur de générer une porteuse locale identique à celle utilisée dans l'émetteur, avec la même fréquence et surtout la même phase. Et le fait d'aller générer cette porteuse locale à partir d'une porteuse à 19 kHz qui a été transmise dans le signal multiplex avec les autres parties du message, permet à ce niveau aussi d'avoir une porteuse avec la bonne phase, et donc de constituer les deux étapes de la détection cohérente qui sont ici. Donc vous avez le produit ici
du signal modulé avec une réplique locale de la porteuse, suivi d'un filtre passe-bas. Et vous savez bien que ces deux étapes mises l'une après l'autre permettent d'effectuer la démodulation DSB. Donc en sortie du démodulateur DSB, du détecteur cohérent qui se trouve dans ces deux boîtes ici, on récupère le signal qui avait été utilisé pour moduler en DSB, c'est-à-dire le signal de différence entre les deux micros gauche et droite. Et donc, par le biais de ces opérations, on a réussi à reconstituer dans le récepteur, en haut le signal de somme, en bas le signal de différence, et il n'y a plus que à les recombiner à l'aide du même matrixeur que celui qui a été utilisé dans l'émetteur pour régénérer séparément le signal de gauche en haut et le signal de bas en droite, le signal de droite en bas. J'y arrive. Et ces deux signaux, gauche et droite, qui correspondent donc aux deux signaux sonores qui ont été captés par le micro de gauche et le micro de droite au moment de la captation de l'émission radio, vont être envoyés vers les haut-parleurs de gauche et de droite, et vous avez bien constitué un récepteur stéréo. Alors pourquoi est-ce qu'on s'amuse à constituer des signaux somme et des signaux différence, plutôt que de dire que dans la branche du haut, c'est le signal de gauche, et dans la branche du milieu, c'est le signal de droite, et puis c'est fini? Parce qu'il ne faut pas oublier que, historiquement, quand on a commencé à déployer le service de radiodiffusion FM, historiquement, au départ, les usagers n'avaient à leur disposition que des récepteurs mono. Donc les récepteurs n'étaient pas capables d'envoyer un signal audio différent vers le haut-parleur de gauche et vers le haut-parleur de droite. Et puis un jour, on a amélioré la technique et on a décidé de passer au stéréo. Et là, il a fallu poser la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ces centaines de milliers de récepteurs mono qui sont dans la nature chez l'ensemble des abonnés ou des clients, ou des auditeurs, on va dire? On va quand même pas les mettre à la poubelle. Donc on est bien obligé de trouver un système qui fera en sorte que le propriétaire d'un récepteur mono va continuer à écouter son émission en mono bien gentiment comme avant, tandis que le propriétaire d'un récepteur stéréo, lui, devrait être capable d'aller extraire séparément le signal de gauche et le signal de droite pour avoir une réception stéréo correcte. Et bien c'est pour ça qu'on est passé par cet intermédiaire de jouer avec un signal de somme et un signal de différence, et du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau du propriétaire du récepteur mono? Son récepteur à lui va être beaucoup plus simple que ce qui est représenté dans la figure du bas ici, parce que le propriétaire du récepteur mono, lui, il va juste implémenter la branche du haut. Il va même pas être au courant qu'il y a un signal DSB et une porteuse à 19 kHz qu'il faut aller récupérer si on veut du stéréo. Il sait même pas que ça existe. Lui, il va juste aller passer un filtre bande de base qui va aller chercher le signal de somme dans la bande de 0 à 15 kHz et il va directement envoyer ce signal-là à la fois vers son haut-parleur de gauche et son haut-parleur de droite et le tour est joué. Donc, par ce système de multiplexage FM stéréo, on a donc inventé une méthode qui convient à la fois aux auditeurs en mono et aux auditeurs en stéréo. Voilà. Et donc, finalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a deux modulations qui sont imbriquées l'une à la suite de l'autre. Hein, c'est un système un petit peu hiérarchique. Donc, il y a d'abord la constitution du message multiplex M2T qui fait lui-même intervenir une modulation DSB, donc plutôt une modulation d'amplitude, qui sert finalement uniquement à déplacer en fréquence le signal de différence, de manière à ce qu'il ne vienne pas interférer avec le signal de somme. Et puis, une fois qu'on a constitué le signal multiplex et ses trois composantes, on considère que ça, c'est un nouveau message. Et ce message va servir de signal modulant pour une modulation FM. Alors, comme on a finalement trois signaux qui s'additionnent dans le message, la somme, la différence et la porteuse à 19 kg, eh bien, ces trois composantes du signal multiplex vont tous les trois participer à la déviation de fréquence au niveau de la modulation FM. Et donc, on va dire que la déviation maximale de fréquence delta F,
elle est elle-même constituée d'une somme de 3 déviations de fréquence, et les 3 composantes sont réparties et font qu'au total, on va avoir un delta F résultant qui vaudra 75 kHz au maximum. Et ces 75 kHz, en fait, il y a une contribution du signal de somme, une contribution du signal de différence et une contribution de la porteuse à 19 kHz. Donc le delta F global sera égal à 75 kHz, et on a vu tout à l'heure que tout ça permet d'avoir un signal FM avec une bande passante de l'ordre de 180 kHz, qui va rentrer au final dans un canal FM dont la largeur est de 200 kHz. Voilà, pour le multiplexage FM stéréo. Alors, un petit mot sur ce qu'on appelle le récepteur super hétérodyne. Donc, c'est une technique de réception qui est largement utilisée dans les récepteurs à la fois AM et FM, de manière générale dans les récepteurs radio. Et donc, la planche qui est ici s'applique aussi bien à la M qu'à la FM. Alors, le principe d'un récepteur super hétérodyne, c'est qu'on veut potentiellement pouvoir, à l'aide d'un matériel qui ne soit pas trop coûteux, effectuer la réception et la démodulation d'un signal radio qui peut se situer dans différents canaux. Prenons l'exemple de la radio FM. On sait qu'on a donc une bande FM qui va de 88 à 108 MHz. Dans cette bande FM, on a potentiellement donc une centaine de canaux radio de 200 kHz qui sont adjacents. Un autre exemple, c'est le cas de la radio AM, qui elle est vraiment de moins en moins utilisée. C'est utilisé encore pour des réceptions longue distance. Donc pour les émissions longue distance, on utilise encore de temps en temps, on appelle ça des medium wave, long wave radio. Donc des canaux radio avec de la modulation AM. Donc cette fois-ci, la bande utilisée donc, est beaucoup plus faible qu'en FM. On est à 0,5 à 1,605 MHz. Le fait que les porteuses soient à des fréquences plus faibles implique que donc, les ondes sont plus longues et il y a moins d'atténuation avec la distance, et donc on peut atteindre des distances plus importantes et avoir typiquement des émetteurs radio qui arrivent jusque dans des pays voisins, par exemple. Si vous... Classiquement, avant l'apparition du streaming, quand vous vouliez écouter des émissions de radio en provenance de France ou d'Allemagne, par exemple, vous deviez vous brancher sur les ondes AM. Alors, le principe, c'est que donc on a potentiellement plusieurs dizaines de stations radio avec chaque fois une fréquence porteuse différente. Et on veut avoir un seul récepteur qui soit suffisamment bon marché, qui ne soit pas trop compliqué, et qui, par un simple réglage, permet de choisir une station radio en réception plutôt qu'une autre, et donc d'éliminer tous les autres. Donc, si vous avez par exemple une cinquantaine de stations qui émettent dans la bande FM, vous avez décidé d'écouter la station numéro 48, vous voudriez bien éliminer toutes les autres et uniquement aller centrer votre récepteur sur la station numéro 48. Alors, pour faire ça de manière pas trop coûteuse, une solution qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'avoir autant de filtres passe-bande qu'on aurait de stations radio qu'on voudrait potentiellement écouter. Parce qu'un filtre passe-bande, c'est un morceau de hardware, généralement c'est constitué par des filtres analogiques, et ça coûte cher. Chaque filtre constitue à lui seul un petit peu d'électronique dans votre récepteur, et vous n'allez pas multiplier les filtres si vous avez plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de stations que vous pourriez potentiellement capter. Donc, il est hors de question d'avoir des filtres passe-bande en grand nombre, et donc ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va s'arranger pour avoir un seul filtre passe-bande, et on va plutôt jouer sur la fréquence d'un oscillateur local pour aller positionner le spectre du signal reçu de manière à ce que uniquement la station radio qu'on veut réceptionner tombe à l'intérieur de la bande passante du filtre passe-bande,
et que toutes les autres tombent à l'extérieur et soient finalement éliminées comme on cherche à l'obtenir. Et pour ça, on va utiliser le principe de la chaîne de réception qui se trouve illustré ici en bas de la page. Vous voyez que, en fait, on va capter ici à l'antenne le signal radio, et donc ce qui rentre en provenance de l'antenne contient les plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de signaux dans les canaux radio adjacents, et on aimerait bien isoler à l'intérieur de ce signal multiplex uniquement la station radio qui nous intéresse. Alors pour ça, on va... alors il y en a d'abord ce qu'on appelle une section RF. Donc la section RF, elle va déjà filtrer pour ne garder que la bande de fréquence qui nous intéresse. Donc dans le cas de la radio AM, la section RF qui est là, elle va filtrer pour ne garder que ce qu'il y a dans la bande de 0,5 à 1,6 MHz. Ou dans le cas d'un récepteur FM, elle va filtrer pour ne garder que ce qu'il y a dans la bande de 88 à 108 MHz. Donc déjà, en filtrant ce qui se trouve à l'extérieur de cette bande-là, on élimine tout un tas de signaux qui ne sont pas utiles. Ensuite, on va passer dans un mixeur. Rappelez-vous, le mixeur, on l'a vu la fois passée. Le mixeur, c'est une opération apparentée à la modulation d'amplitude qui va en fait servir à déplacer ou translater, si vous voulez, le spectre d'un signal radio d'une bande de fréquence vers une autre bande de fréquence. Et ce mixeur, en fait, il va être attaqué par un oscillateur local dont la fréquence d'oscillation est réglable. Donc quand vous tournez votre bouton de réglage de votre récepteur de radio, en réalité, vous changez la fréquence d'oscillation de l'oscillateur qui est là. C'est la seule chose que vous faites. Et en changeant la fréquence d'oscillation de votre oscillateur local, vous allez déplacer le spectre du signal capté à l'antenne de manière à venir le positionner dans une bande de fréquence qui correspond à ce qu'on appelle ici la section IF, qui est la section à fréquence intermédiaire, donc IF pour Intermediate Frequency en anglais. Et cette fréquence à section intermédiaire, elle est standardisée, donc les fabricants de matériel électronique se sont mis d'accord pour que, en radio FM, la fréquence intermédiaire c'est 10,7 MHz, et en radio AM, c'est 0,455 MHz. Alors, prenons le cas de la FM, donc on a ici une section intermédiaire à une fréquence de 10,7 MHz, et à cette fréquence intermédiaire, on va par exemple aller positionner un filtre passe-bande, qui pourrait avoir 200 kHz de largeur de bande par exemple, qui correspond à la largeur d'un canal radio. Donc dans ces cas-là, ça voudrait dire que le passe-bande, il va conserver uniquement ce qui se trouve dans la bande passante, qui va de 10,6 à 10,8 MHz. 10,6 à 10,8, c'est bien une bande de 200 kHz qui est centrée sur une fréquence de 10,7. Okay, et donc ça correspond à un filtre passe-bande qui a été dimensionné pour sélectionner un seul canal de radio et éliminer tous les autres. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que toute la bande de 20 MHz qui va de 88 à 108, comment est-ce qu'on fait pour bien viser, de manière à ce que quand on la déplace via le mixeur pour venir la déposer à la fréquence intermédiaire ici de la section IF, de manière à ce que justement le 48e canal qui est celui qu'on veut écouter tombe à l'intérieur de la bande passante du filtre et que tous les autres tombent à côté et du coup soient éliminés. On le fait en allant ici jouer sur la fréquence de l'oscillateur local et en tournant le bouton qui permettra d'augmenter ou de diminuer la fréquence de cet oscillateur local, de manière à ce que le mixeur vienne faire le déplacement en fréquence qui va bien pour tomber pile poil à la bonne fréquence de la section IF. Donc une fois qu'on a fait ça, on a réussi avec un seul filtre passe-bande à isoler la station de radio qui nous intéresse et à éliminer toutes les autres. Et puis, on se retrouve finalement ici avec un signal FM dont simplement la fréquence a été changée. Donc plutôt que d'avoir une fréquence qui était peut-être, je ne sais pas moi, à 90,6 MHz ou à 102,4 en fonction de la station de radio que vous vouliez écouter, vous avez un signal FM avec une fréquence porteuse qui est à 10,7 MHz, qui est la fréquence intermédiaire. Okay, et donc ce signal FM, vous devez encore le démoduler. Et donc après, vous aurez un démodulateur
suivi d'un ampli audio. Et finalement, vous aurez votre message, qui sera le message démodulé, FM dans le cas d'une radiodiffusion FM, AM dans le cas d'une radiodiffusion AM. Et ce message démodulé, il n'y a plus qu'à l'envoyer vers le haut-parleur, et le tour est joué. Et donc ce qu'on appelle un récepteur super hétérodyne, c'est un récepteur qui est basé sur ce concept générique, où on a un filtre passe-bande unique, et un seul, hein, pas plusieurs dizaines, ce qui serait une horreur d'un point de vue coût et encombrement. On a un seul filtre passe-bande qui a une fréquence standardisée, qui est la fréquence intermédiaire, qui vaut donc 10,7 MHz en FM et 0,455 MHz en AM. Et on joue simplement sur l'oscillateur local qui pilote le mixeur, de manière à déplacer le spectre du signal capté à l'antenne pour que la station qui nous intéresse tombe à l'intérieur de la bande passante du filtre et que toutes les autres soient éliminées. Ça, c'est le principe du récepteur super hétérodyne. Voilà. Alors, il nous reste à voir dans ce chapitre l'effet du bruit sur les modulations analogiques. Et on va faire ça la semaine prochaine, parce que je crois que je vous ai suffisamment assommé pour aujourd'hui. Donc, on va en rester là, et on se revoit une dernière fois lundi prochain. Ça va ? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Ok, monsieur, merci beaucoup.